Bonjour, c'est Christelle Cronier, réunion tout de suite avec le producteur artistique Emmanuel Grèze-Mazurel et le contre-ténor Théophile Alexandre pour parler d'un nouveau spectacle, Nos Dames, qui ouvre la réflexion sur les corsets de genre dans notre culture. Bonjour Emmanuel, bonjour Théophile. Bonjour Christelle. Alors votre spectacle Nos Dames est une réflexion sur les corsets de genre de notre culture. On dit que vous dégenrez l'opéra. De quelle manière ? Alors, c'est une réflexion sur les corsets de genre de notre culture, absolument. En fait, le projet Nos Dames s'intéresse à 4 siècles d'écriture opératique masculine, puisque tous les opéras ont été composés et écrits par des hommes. Et particulièrement en fait au rôle de femme que ces compositeurs et librettistes ont imaginé, avec un constat assez glaçant qui est que 8 héroïnes sur 10 à l'opéra finit mal, meurent, que ce soit empoisonnées, suicidées, défenestrées, éventrées, violées, brûlées, empoisonnées. C'est vraiment à l'envi et souvent par ou pour un homme, c'est-à-dire que il y a des morts d'hommes aussi à l'opéra, il y a des héros qui meurent, mais étonnamment ils meurent pour d'autres raisons. En fait, ils meurent parce qu'ils partent à la conquête de nouveaux mondes, ils meurent dans des grandes batailles héroïques, etc. Mais ils meurent rarement à cause d'une femme, en fait, si ce n'est quand ce sont des batailles de jalousie entre hommes, en fait, où là la femme devient le trophée et l'enjeu en fait des égos masculins. Donc ça c'est le constat un petit peu qu'on a fait et qu'on n'a pas fait seul en fait, puisque Catherine Clément a écrit en 1979, la philosophe Catherine Clément a écrit en 1979 un livre qui s'appelle L'opéra ou la défaite des femmes, et ça a été la première à théoriser en fait ce constat et de dire que du coup à un moment donné ça posait quand même un vrai problème sur les représentations des femmes, a fortiori puisque ces rôles étaient tous habillés de musique absolument somptueuse en fait. Donc comment continuer à faire vivre cette musique sans pour autant perpétuer ces clichés de genre, ces corsets de genre, et même pire que ça en fait, c'est-à-dire que l'opéra, parce qu'il a habillé de musique ces drames, en fait, a rendu romantique d'une certaine façon la mort de ces femmes dans le cadre de relations amoureuses, en fait, notamment. Donc ça c'est un peu le constat, et du coup le principe de Nos Dames, pourquoi on dit qu'on dégenre en fait, c'est-à-dire au-delà même du terme dégenrer, on cherche à sortir des stéréotypes de genre en fait, surtout, et à ne pas les perpétuer. On a décidé en fait de faire un petit pas de côté et d'inverser les rôles, et donc de faire en sorte que les femmes ne soient pas systématiquement dans un rôle de victimes ou de femmes défaites, mais les femmes sont à la direction musicale du projet. Donc c'est le Quatuor Zaïd en fait qui a pris la direction musicale du projet, et les agonies de dames, en fait les agonies de diva, sont interprétées par un homme, Théophile Alexandre, contre-ténor. Du coup, en effet, vous vous éloignez de toutes les caricatures d'hier pour mettre en avant, en fait, finalement, rééquilibrer entre les hommes et les femmes. D'un côté, la puissance du féminin, la sensibilité du masculin, de se dire que vraiment, en fait, il faut arrêter de mettre tout dans des cases. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un projet humaniste et pas forcément féministe. C'est-à-dire qu'on est tous les êtres humains, hommes, femmes, et bien on est là pour essayer de questionner, de faire avancer, et nous on le fait avec ce qu'on sait faire en tant qu'artiste de scène, c'est-à-dire le spectacle vivant, et proposer une relecture musicale, un format étonnant qui est le récital, mais avec une proposition de spectacle complète, c'est-à-dire avec évidemment une belle musique, des thématiques évoquées, et puis une mise en lumière, une scénographie, des vidéos, voilà, pour vraiment avoir une démarche complète artistique. Et j'ajouterais sur ce thème en fait aussi vous parliez de la puissance du féminin, la sensibilité du masculin. En fait, il y a quelque chose de toujours très étonnant dans notre culture et dans notre construction culturelle, et c'est le principe même du genre en fait. C'est-à-dire que le genre, c'est la construction culturelle des attributs qui ont été donnés en fait suivant les sexes, et ça n'a rien à voir ni avec le sexe biologique
ni avec la sexualité. En fait, le genre, c'est vraiment les attitudes qu'on vous dit d'avoir, en fait, suivant que vous êtes un homme ou une femme. Construction sociale. Construction sociale. Et il y a quelque chose de très étonnant aussi à voir que des valeurs ont été genrées. C'est-à-dire que souvent on attribue la valeur de puissance, la valeur de courage, en fait, aux hommes, au point même qu'on dit, en fait, de façon assez vulgaire, quand on dit que quelqu'un a du courage, on dit qu'il a des couilles, en fait. Donc, non, mais vous voyez ce que je veux dire, le langage structurant la pensée, quand même, à un moment, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à connecter un attribut masculin, en fait, avec une valeur. Et à l'inverse, même chose, en fait, la sensibilité, la fragilité, l'empathie sont systématiquement, en fait, associées au féminin, là où on pense sincèrement, et c'est pour ça que Théophile parlait d'humanité, en fait, on a tous et toutes l'ensemble de ces valeurs, en fait, que l'on peut développer suivant nos caractères, suivant nos expériences, etc. Et ce ne sont certainement pas des valeurs qui sont liées au sexe. On dit que dans notre société, les femmes doivent toujours faire, prouver, alors que pour les hommes, il suffit d'être. C'est vraiment déconstruire tout ça que vous cherchez à faire. Absolument, absolument. On est dans en fait, c'est cette logique d'être, de ne pas avoir, en fait, quand on dit que les femmes ont à prouver, en fait, c'est surtout quand les femmes cherchent dans la conquête de l'égalité, les femmes ont cherché, en fait, à avoir les mêmes privilèges que les hommes, à pouvoir exercer les mêmes métiers que les hommes aussi, à pouvoir, à l'époque, porter le pantalon comme un homme, à pouvoir voter comme des hommes, en fait, parce que faut se rappeler que le droit de vote, en fait, c'est des femmes, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, en réalité. 1944. Absolument. Tout ce qui devrait aller de soi, en fait, est devenu un territoire de conquête, en fait, pour les femmes, parce qu'elles étaient dans une situation inégalitaire. Et ce faisant, il y a eu une double peine, en fait, c'est-à-dire non seulement elles ont eu à conquérir le droit d'exercer ces professions, par exemple, ou le droit d'incarner certaines valeurs, mais en plus, immédiatement après, il y a tout de suite le procès en compétence qui apparaît, en fait, et qui dit, ah mais il va falloir que tu prouves que tu sais faire ça aussi bien qu'un homme, en fait, comme si l'homme avait été l'étalon de mesure, en fait, dans le double sens du terme, pour dire ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas, en fait. Donc il y a un vrai on a un vrai héritage culturel. On parle de l'opéra, mais c'est évidemment de façon plus large, en fait, dans tous les éléments de notre culture occidentale, en fait. Il y a beaucoup de choses à déconstruire pour pouvoir construire, en fait, de manière positive de nouveaux modèles. Et j'ajouterais que brièvement que dans le spectacle, on n'est pas en train de montrer, de prouver que voilà, le quatuor Zaïd, qui est un quatuor à cordes féminin, prend le pouvoir sur l'homme, et moi qui joue au sensible, mais plus de vraiment se réunir, de créer un quintet, hommes et femmes, ensemble, de vraiment se tenir les mains, de tendre aussi la main, parce que ça demande aussi, de vraiment une action de vouloir être avec l'autre, et du coup de montrer que ça arrive sur scène. C'est une proposition artistique, mais en fait l'enjeu de notre société aujourd'hui, il est là, en fait, d'être réunis ensemble au-delà du genre, et qu'est-ce qu'on fait de notre passé, et surtout pour se projeter beaucoup plus humainement dans l'avenir. Alors, avec un passé, comme vous l'avez dit, un peu compliqué pour les femmes, qui étaient soit des madones, des putains, des sorcières. Et sur le plan artistique, on voulait pas avant imaginer une vocation créatrice chez la femme. Je crois que c'est arrivé très tard. Alors, c'est pas que c'est arrivé très tard. En fait, c'est surtout qu'on ne communiquait pas dessus. En fait, les hommes avaient les pleins pouvoirs, et parce que là, je parle d'un point de vue musicologique. La femme était présente en tant qu'instrumentiste, en tant que chanteuse, parfois en tant que librettiste et compositrice, mais c'était soit on taisait cette créativité, ou soit en fait elle était réduite à la musique de chambre, à la musique de salon, jamais dans l'idée d'une représentation réelle. Il y en a quand même eu, et on s'aperçoit maintenant, mais c'est très 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 récent, il y a des centres de musique qui s'attachent à ça, à redécouvrir le répertoire des femmes compositrices, librettistes, instrumentistes, chanteuses, parce qu'il y en avait, mais tellement
peu par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Donc ça c'est un point important de redécouvrir. Les femmes existaient en tant que créatrices, mais on taisait vraiment leur créativité. Ce qu'on appelle les grandes oubliées de l'histoire, en fait, aussi, et qu'on est en train de réhabiliter aujourd'hui. Après, il y avait malheureusement aussi une dimension où les hommes étant au pouvoir, en fait, c'est eux avant tout qui s'octroyaient la possibilité de créer. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant. Moi, je suis toujours très attaché au langage. En fait, on parle beaucoup des muses pour les femmes. En fait, c'est-à-dire que la femme est la source d'inspiration, mais c'est pas elle qui crée, en fait. Et c'est intéressant de voir qu'il y a assez peu de muses au masculin. Vous voyez ce que je veux dire, d'hommes qui ont inspiré des grandes femmes créatrices, en fait, tout de suite. En fait, ce jeu d'inversion des rôles et on peut le faire à beaucoup d'endroits, en fait, on peut le faire. Et d'ailleurs, vous savez, c'est quelque chose qui a déjà été mis en place depuis une dizaine d'années maintenant au minimum, en fait, même dans les contes de fées racontés aux enfants, en fait. C'est-à-dire que quand vous inversez les rôles et que vous imaginez, en fait, un petit garçon, en fait, qui attend sagement que sa princesse charmante vienne le délivrer d'un baiser, donner un sens à sa vie, pendant que sa princesse charmante a combattu les dragons, conquis le monde, etc. On n'y est pas encore. En fait, on se rend compte à quel point on nous a élevés, petites filles et petits garçons, en fait, dès le tout jeune âge, à jouer des rôles. C'est vrai. Et que, au fur et à mesure, en fait, ces rôles sont devenus quasi des secondes natures, et de sorte que c'est aussi pour ça que c'est compliqué de déconstruire, en fait, parce qu'il y a des moments où, en fait, pendant des siècles, on vous a dit que vous étiez sensible, que vous étiez l'incarnation du sensible, etc. Au bout d'un moment, vous commencez à vous comporter de la sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez intéressant cette déconstruction. Après, là où je rejoins Théophile, c'est que on est dans un moment de société qui est très heurté, où beaucoup de gens sont dans des des sortes de revendications contradictoires, en fait, sur ces sujets, beaucoup dans des oppositions. Et nous, ce qu'on cherche à montrer, en fait, comme l'a dit Théophile, c'est pas de déconstruire des stéréotypes pour en mettre en place d'autres, en fait, mais de plus être dans une logique beaucoup plus fluide, avec l'idée d'une forme de réconciliation aussi. C'est-à-dire que les Aïdes sont puissantes sur scène, mais elles peuvent être tout aussi sensibles. Et inversement, Théophile est très sensible sur scène, mais il peut être tout aussi puissant. En fait, de retrouver cette fluidité et de se dire que, encore une fois, ce n'est pas le sexe qui détermine, en fait, la personne que l'on est. Comment ça se fait que ce soit deux hommes qui mettent ça en lumière et qui viennent ainsi au secours des femmes, à notre secours? C'est tout à votre honneur, hein, de mettre à bas les clichés comme ça. C'est un joli pied de nez, je trouve. Et puis surtout, ça alors, je pense pas qu'on soit vraiment les premiers, mais en tout cas, là, on porte un projet fort, très spécifique. Et surtout, ça ouvre la voie. Parce que la voix avec un E, parce que l'idée c'est une proposition artistique qui peut se décliner bien sûr sur plein d'autres possibilités, mais l'idée c'est que on soit rejoint, enfin que ça soit force de proposition au-delà de l'artistique, vraiment tous les sujets peuvent être touchés avec cette thématique-là. Donc en fait, moi je m'attarde pas trop sur le fait on est deux hommes, oui, on s'est très vite entouré d'autres hommes et femmes évidemment pour créer une équipe vraiment mixte, force de proposition comme un laboratoire. Donc moi, je passe vraiment. Alors, c'est bien que vous le notiez, mais je pense que l'enjeu n'est plus là. L'enjeu, il est vraiment à ce qu'on soit tous et toutes dans cette démarche. Ça commence, évidemment, comme disait Emmanuel, avec des tensions, parce que comme les lignes bougent, évidemment que il y a des sortes de familles qui se mettent en place, ceux qui sont dans le déni, ceux qui crient à l'horreur, ou bien d'autres qui font Donc on est vraiment sur une période très très particulière et force de proposition. Donc j'espère que il y a la compagnie Up to the Moon et Nos Dames, et j'espère qu'il y aura plein d'autres propositions. Après, je me permets juste d'ajouter une petite chose, Christelle. On ne vient pas à la rescousse des femmes. Un peu quand même. De nous, non, c'est vraiment en fait une réflexion d'être humain en fait. Et pour nous, la question que ça pose,
mais là on parle du sexisme, en fait c'est la même chose quand on parle de racisme, c'est comment en fait à un moment donné un être humain a pu en dominer un autre, a pu mettre un autre être humain, le traiter comme non pas son égal mais comme quelqu'un d'inférieur, quelle qu'en soit la raison, le sexe, l'origine ethnique, les idées politiques, peu importe. Donc c'est vraiment une mécanique d'emprise, de domination. Et la question qui se pose derrière, en fait, c'est comment on vit de façon fluide et respectueuse entre êtres humains, en s'enrichissant les uns les autres, en fait, sans forcément se taper dessus les uns les autres et avoir la volonté d'être au-dessus l'un de l'autre. Voilà, donc et après on est très heureux en fait de pouvoir travailler avec des femmes sur ce sujet parce que j'ai envie de dire cette déconstruction culturelle en fait on la fera ensemble et les nouvelles constructions de modèles du futur aussi on les imaginera ensemble. Voilà. Théophile, on dit que vous avez une voix au timbre androgyne. C'est-à-dire que dans le spectacle, vous forcez votre voix pour que ça soit plus, que ça aille plus vers le timbre féminin ou comment ça se passe vous dans votre tête d'homme? Oui, j'ai la particularité d'avoir une voix chantée très aiguë, donc qu'on nomme contre-ténor, qui se rapproche du registre féminin. Ou de la voix du petit garçon qui n'a pas mué. Alors j'ai mué, j'ai une voix beaucoup moins souple et avec un ambitus beaucoup moins important qu'un garçon ou une voix de femme soprano. Mais j'ai quand même ce timbre particulier en héritage des castrats de l'époque italienne, sans l'abominable castration, heureusement, et qui du coup, je trouve dans notre propos, vient titiller encore plus l'inversion des rôles, la confusion des genres, parce que en fait, si on voit le spectacle, on voit bien un homme barbu, en l'occurrence, interpréter ces airs de femme. Mais si on ferme les yeux, on peut se dire « Ah, on est où ? On est avec qui ? Une femme, un homme ?» Bon, alors quand on l'entend, il a quand même des graves assez fournis, donc on est quand même plus sur une voix d'homme, mais en même temps, il y a des aigus assez étonnants. Donc voilà, c'est ça qui peut être intéressant. Voilà. Et ce trouble, il est d'autant plus intéressant en fait que ces grandes héroïnes sont elles-mêmes troubles. C'est-à-dire que à partir du moment où ces grandes héroïnes féminines ont toutes été imaginées par des hommes, en réalité, en fait, est-ce que c'est réellement une femme qui s'exprime ou est-ce que c'est l'imaginaire d'un homme qui s'exprime? Je vais vous donner un exemple. Quand un homme écrit pour Carmen « Si je t'aime, prends garde à toi » en fait, et du coup lui fait incarner cette espèce de femme libre, provocante, etc. Dans une musique incroyablement belle. Dans une musique incroyablement belle. En réalité, c'est un homme qui a dit dès le départ aux femmes, si je t'aime, prends garde à toi. Et donc, du coup, cette espèce c'est intéressant ce point, parce que vous savez, on a souvent eu d'ailleurs des débats quand on a construit ce spectacle, on s'est entouré déjà pas que de gens qui pensaient la même chose que nous, en fait, pour pouvoir s'enrichir aussi de différents points de vue. Notre metteur en scène est un metteur en scène qui s'appelle Pierre-Emmanuel Rousseau, est un metteur en scène d'opéra, en fait, donc il est dans la grande tradition aussi de mise en scène des opéras. Et souvent, il pouvait nous dire, mais tu sais, là-dessus, il faut faire attention, en fait, parce que Carmen, dans le livret, c'est vraiment elle qui choisit de se jeter sur le couteau de Don José, en fait. Donc, c'est pas uniquement Don José qui le poignarde, en fait. C'est aussi un acte qu'elle accomplit d'elle-même, en fait, comme une sorte de bravoure, entre guillemets. Et nous, de pouvoir lui rappeler, justement, mais tu sais en même temps que Carmen n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire réelle, c'est une histoire imaginaire. Et c'est un homme qui s'est dit, forcément, une femme forte, en fait, va braver son agresseur, en fait, et aller se jeter d'elle-même sur son couteau. Dans la réalité, je pense que vous demandez à n'importe quelle femme, en fait, qui se fait harceler par quelqu'un, est-ce que vous trouveriez extrêmement romantique et bravache d'aller vous enfiler sur son couteau? Je pense que toutes vous diront, fou, pas trop. Voilà. Donc, en fait, le trouble de la voix de contre-ténor, où on ne sait plus si c'est un homme ou une femme qui chante
sur des airs d'héroïnes dont on ne sait pas si elles sont réellement des femmes ou des purs fantasmes d'hommes, en fait. C'est intéressant comme deuxième couche de lecture du spectacle. Et vous, Emmanuel, vous avez une double casquette parce que vous êtes à la fois producteur artistique et en même temps chef manager donc d'entreprise. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir cette double casquette et pourquoi est-ce que vous allez de plus en plus vers ça, de déconstruire tous les stéréotypes à travers des projets artistiques pour faire bouger les choses? La double casquette, moi je suis également directeur général marketing du groupe Coty Luxe qui et produit tous les parfums de grandes marques de luxe, Gucci, Burberry, Chloé, Calvin Klein, Marc Jacobs, Boss. On a un portefeuille de très belles marques dont on crée les parfums. Il y a un vrai pont entre guillemets entre l'art du parfum, l'art de la voix. En fait, aussi, il y a d'ailleurs un livre qui est paru récemment sur les liens entre le parfum et la voix. Donc, il y a des choses assez, des correspondances qui se font de façon assez évidente. Après, le parfum aussi est un territoire. Comme quoi, pardon, juste, c'est quoi? C'est qu'en fait, on choisit son parfum en fonction de sa voix. Tout à fait, c'est un peu plus que tant le parfum que la voix, en fait, ont souvent été utilisés dans l'histoire et de manière allégorique comme des arts pour communiquer avec le divin, une forme de divin, en fait, chercher une forme d'élévation à travers ces arts. Et le livre explique notamment en fait comment on peut ressentir des émotions extrêmement fortes et assez proches en fait à l'olfaction d'un parfum, comme à l'écoute d'une voix en fait. Il y a des fréquences particulières et puis après de manière plus biologique en fait c'est la zone ORL en fait. Donc le nez, l'ouïe en fait il y a une forme de communication aussi qui peuvent fonctionner entre les deux. Après c'est pas pour ça en fait que je travaille et dans le parfum et dans le monde du spectacle vivant. Il se trouve juste qu'avec Théophile, on a monté cette compagnie il y a 7 ans. Moi, je travaillais auparavant dans le parfum, puis j'ai décidé en fait de monter la compagnie lyrique Up to the Moon avec Théophile pour monter nos spectacles, dont Nos Dames. Et récemment, j'ai été rappelé par mon ancienne patronne de Lancôme qui s'appelle Sounabi, qui est aujourd'hui la directrice, la CEO du groupe Coty, pour prendre la direction générale marketing en fait de Coty Luxe. Et je lui ai dit que je souhaitais continuer à travailler dans le monde de l'art en parallèle. En fait, ce qu'elle a tout à fait compris et ce qu'elle a même encouragé en disant il y a tellement de ponts possibles entre la création des imaginaires d'aujourd'hui en fait parce que c'est ce qu'on fait quand on crée une grande pub de parfum en fait on crée un imaginaire aussi et donc ce faisant on a la responsabilité aussi d'incarner des nouveaux modèles, de pas être dans les stéréotypes et Dieu sait dans l'histoire des pubs de parfum, si vous pouvez trouver un bon nombre de stéréotypes aussi, à la fois dans les déesses incarnées, mais aussi dans les super-héros incarnés au masculin. Donc, c'est intéressant quand on construit l'imaginaire de demain à travers des parfums, d'être capable aussi de réfléchir à ce qui a structuré nos imaginaires hier et qui nous a amenés aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, en fait, à parfois ne plus voir les stéréotypes qui nous entourent. Donc, c'est à la fois une démarche artistique et c'est aussi une vraie responsabilité. Votre spectacle a été encensé notamment par Isabelle Rome, la ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a dit un choc de beauté rare, bouleversant, qu'elle écoute en boucle Nos Dames. C'est pas rien. Donc elle est venue voir le spectacle et vous avez pu échanger un petit peu avec elle sur justement tous ces stéréotypes et le retentissement de tout ça. Et surtout, alors nous, on est dans une forme artistique de spectacle, mais Isabelle Rome est confrontée à un réel, en fait, au réel de ces femmes, et d'ailleurs pas que ces femmes, hommes et femmes confrontés à des injustices, à des menaces, à des violences. Donc c'est vrai que nous, c'est le pas de côté. On était très touchés que Isabelle Rome soit là parce que notre envie aussi est de faire bouger les lignes d'aujourd'hui et pour demain. Et elle est vraiment
proche de cela, en fait. Et Isabelle Rome, mais aussi la Maison des Femmes, on a rencontré plein d'acteurs, plein d'actrices qui sont dans le concret aujourd'hui pour essayer de se détacher de ces stéréotypes et puis de prendre en charge des personnes, des vraies personnes, et non pas les projections féminines comme ces divas, ces héroïnes d'opéra, les vraies personnes d'aujourd'hui qui sont confrontées à des violences qui ne sont plus acceptables. Et après, pour vous répondre aussi très concrètement, on a eu cette démarche d'écrire à beaucoup de personnes sur ce thème, et il nous a semblé important en fait d'écrire à la ministre de l'égalité et de la diversité pour partager en fait aussi notre démarche. Elle nous a répondu immédiatement. Elle nous a rencontrés en amont du spectacle, en fait, pour qu'on puisse lui expliquer ce sur quoi on travaillait. Et elle nous a tout de suite dit, je viendrai voir le spectacle. Et à la fin du spectacle, elle est montée sur scène pour dire quelques mots de remerciement à Théophile, au Quatuor Zaïd, en fait, de porter aussi ce message à travers l'art, d'expliquer comment, en fait, aussi les violences concrètes, notamment faites aux femmes, prennent aussi naissance dans les imaginaires qu'on a créés hier, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez rendu extrêmement romantique le fait de souffrir pour un homme par le passé, en fait, ça pose de vraies questions aujourd'hui quand on essaie de libérer la parole des femmes sur ce sujet en disant n'ayez pas peur d'en parler. À quel moment, en fait, se situe l'endroit où vous acceptez une certaine violence parce que ça met du piment dans une relation? À partir de quel moment, en fait, cette violence n'est pas acceptable? Je pense que toutes ces thématiques-là, en fait, ce sont des sujets extrêmement compliqués. Donc, elle a mis ça en parallèle, en fait, et elle a conclu par cette très jolie phrase en disant « J'espère que à travers ce spectacle, vous nous aidez à ce que demain on ne dise plus si je t'aime, prends garde à toi, mais si je t'aime, n'aie pas peur. » Voilà. Vous aidez à cela, non seulement à travers le spectacle, mais il y a aussi un livre d'interviews sur les corsets de genre de notre culture que vous avez mis en place. Oui, exactement. On a confié cette mission à Ariel Buteau, qui est journaliste, d'interviewer 13 grandes dames de notre culture, des écrivaines comme Carole Martinez, des chanteuses lyriques, des violoncellistes, le Quatuor Zaïd, des chefs d'orchestre comme Laurence Equilbé, Deborah Waldman, mais aussi des chorégraphes, Maggie Marin, des metteuses en scène, Macha Makayev, voilà, qui ont donné leur point de vue, leur expérience en tant que dames aujourd'hui vivantes et ayant été confrontées à ces problématiques. Et on les a donc du coup récoltées dans ce livre, Nos Dames. Face à ces interviews, il y a des photos de moi mis en scène avec portant les attributs féminins. Je deviens un homme. Et donc, on met en valeur tous ces partages d'expériences de toutes ces femmes de la culture. Les bénéfices sont reversés en faveur des femmes aussi ? Absolument. Au Centre Présence Compositrice, qui est géré par Claire Baudin, dirigé par Claire Baudin, et qui travaille en fait à faire redécouvrir toutes les œuvres des compositrices oubliées de l'histoire. Et ça nous intéressait en fait, vous savez, parce que Nos Dames, c'est vraiment un triptyque, c'est un spectacle, c'est un disque, c'est un livre, et on voulait que ce soit un livre aussi pour prolonger cette réflexion et surtout de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble demain en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que là encore, on se rend compte qu'il n'y a pas de caricature dans les réponses. Tout est assez en finesse, c'est subtil en fait, parce que ce sont des sujets complexes, il n'y a pas de réponse évidente en fait, et en revanche, chaque petit pas en fait qui va dans la bonne direction est un pas à prendre. Est-ce que vous avez tous les deux un conseil pour les femmes ? Mais déjà, nous sommes là, nous aussi hommes, ensemble. Voilà. Je pense que ça, c'est toujours l'idée de l'ensemble, de l'être ensemble, et que on a la chance de vivre une période complexe, certes, mais qui est en mouvement. Et je pense que ça, c'est hyper important de ne jamais stagner, de ne jamais rester planté sur le passé et d'en faire une force ensemble pour faire bouger les choses qui ne peuvent plus être comme ça, en fait. Ça, je pense que c'est important. Oui, j'ajouterais, je ne sais pas si c'est un conseil pour les femmes, c'est un conseil pour les êtres humains en règle générale qui est
on a chacun une part de responsabilité en fait dans le bonheur qu'on peut se construire, et ça tient aussi beaucoup à la liberté qu'on arrive à conquérir, à s'octroyer petit à petit en fait pour devenir pleinement qui on est au fond de nous-mêmes en fait, et pas ce qu'on nous a demandé d'être ou ce qu'on nous aurait éduqué à être. Donc c'est pas un conseil, en revanche c'est un message que de dire je sais pas si c'est de ma place d'homme en fait que je dis ça, en tout cas c'est de ma place d'être humain en fait, que je suis extrêmement solidaire en fait de ce travail de libération en fait pour être pleinement celle ou celui qu'on a envie d'être. Merci Emmanuel, merci Théophile. Merci Christelle, avec Merci plaisir. Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.